Lundi 11 novembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 19 sur ESAE Télévision. Dans l'actualité ce lundi, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, l'ancien ministre béninois des Sports Oswald Omeki et l'homme d'affaires Olivier Bokor ont à nouveau été écoutés ce lundi 11 novembre 2024 devant la juridiction spéciale. Plus de précisions dans ce 19. Mener des réflexions sur les enjeux électoraux de 2026 à moins de 2 ans des élections générales, c'est l'objectif de la session conjointe du Conseil national ordinaire de l'année 2024 et du Congrès extraordinaire du Parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin organisé ce dimanche 10 novembre 2024. Le point des échanges dans ce 19. Lors d'une assemblée constitutive tenue ce dimanche 10 novembre 2024, les principaux partis politiques d'opposition du Bénin ont mis en place un cadre de concertation. Cette initiative vise à préparer de manière coordonnée les élections générales de 2026 au Bénin. On en parle dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, l'ancien ministre béninois des Sports Oswald Omeki et l'homme d'affaires Olivier Bokor sont depuis la matinée de ce lundi 11 novembre 2024 devant le juge d'instruction de la juridiction spéciale. Cette énième comparution des deux personnalités entre dans le cadre de l'approfondissement des enquêtes préliminaires dans l'affaire dite tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Cette affaire a éclaté au grand jour dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024. Olivier Bokor et Oswald Omeki, qui, selon les accusations, aurait entrepris le chef de la garde républicaine à l'effet de renverser le régime du président Patrice Talon par la force, poursuivi pour les chefs d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État, complot d'atteinte à la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et corruption d'argent public. Olivier Bokor et Oswald Omeki ont été placés en détention provisoire le 1er octobre 2024 après plusieurs jours en garde à vue. L'affaire a été renvoyée en instruction. Depuis, les deux personnalités multiplient les comparutions devant la chambre d'instruction de la Criette. Avant cette nouvelle comparution de ce jour, l'ancien ministre des Sports et l'homme d'affaires Olivier Bokor ont été entendus par la commission d'instruction le mercredi 6 novembre 2024. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, l'opposition se met en ordre de bataille en vue des élections générales de 2026. Des partis et mouvements politiques de l'opposition ont tenu ce dimanche 10 novembre 2024 à Cotonou une assemblée générale pour mettre sur pied un cadre de concertation. Les principaux acteurs de l'opposition ont débattu autour du thème « Sauvons la démocratie béninoise en naufrage pour assurer le retour des exilés au pays et la libération des détenus politique. » Cet objectif ambitieux reflète la volonté de l'opposition de renforcer son influence sur le débat politique national et de proposer une alternative crédible à la gouvernance de Patrice Talon. Parmi les partis représentés figurait le Mouvement populaire de libération MPL, la Grande Solidarité républicaine, la Nouvelle Force nationale et le parti Les Démocrates. Un des grands absences à cette assemblée est le parti Foscoré pour un Bénin émergent FCBE. L'assemblée a eu pour principal enjeu d'établir les bases d'une coordination entre les différentes composantes de l'opposition en vue des élections générales de 2026. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, plusieurs cités administratives sont en cours de construction sur l'ensemble du territoire béninois. Cependant, dans ce même sillage, s'il y a une offre absolument inouïe et majestueuse qui prend encore sous nos yeux, c'est la cité ministérielle. La cité ministérielle, dont la construction est bien avancée d'ailleurs, se dresse au bord du boulevard
de la Marina. Cette infrastructure pharaonique va concentrer 20 ministères sur un même site. Le projet a été conçu pour centraliser les cabinets des ministres, offrant à la fonction publique un environnement de travail unifié et moderne, tout en réduisant considérablement les coûts de bail. Suivons cette capsule vidéo qui nous présente ce joyau qui s'étend sur 5 hectares et comprend une série d'infrastructures modernes conçues pour offrir un environnement de travail optimal. Avant l'avènement du président Patrice Talon, l'administration publique était dispersée dans plusieurs bâtiments loués par l'État, et ce qui faisait que l'État dépensait au moins 10 milliards de francs CFA par an pour ces différents baux. À l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, il a révolutionné le secteur de l'administration en initiant des projets de citer une cité ministérielle pour les cabinets des ministres, les directions centrales, une cité technique administrative à Abomey-Calavi. Je note que la cité ministérielle est à Cotonou. Une cité administrative technique pour toutes les directions techniques de tous les ministères à Abomey-Calavi, à Rosso-Beta précisément. Et au niveau départemental, des cités départementales administratives qui vont regrouper et la préfecture et les directions départementales de tous les ministères au niveau départemental. La cité ministérielle a été dimensionnée pour accueillir au total 20 ministères. C'est 10 bâtiments de type R+5. Donc, ça fait, dans notre jargon, 6 niveaux par bâtiment. 2 ministères vont exploiter un bâtiment à raison de 3 niveaux par ministère. Donc, du rez-de-chaussée au 2e étage pour un premier ministère et du 3e étage au 5e étage pour un second ministère. Aujourd'hui, les travaux de cette cité sont pratiquement achevés. Chaque ministère connaît déjà son bâtiment et ses paliers. Les cabinets des différents ministères sont déjà allés visiter ces bâtiments-là, ces bureaux-là, et sont prêts à se déplacer. Il faut dire également que le projet cité ministérielle, c'est également l'équipement mobilier. Donc le mobilier va commencer par être mis en place à partir du mois de novembre, et l'entreprise chargée d'installer ce mobilier-là en a pour 3 mois. Moi, je pense que construire ce genre de bâtiment, c'est pour améliorer l'image de Cotonou. Ça rend vraiment Cotonou plus propre. Avec ça, moi, j'encourage vraiment le gouvernement de continuer par construire ce genre de bâtiments un peu partout, parce que c'est notre ville, une grande ville. Donc, ça, c'est une grande économie pour que l'État puisse avoir un offre de soulagement par rapport aux diverses dépenses, aux locations, tout ça là. Quelque part, si ces ministères-là sont là et que d'autres vont à Calavi, ce serait encore bon. L'État est en train de penser à la population et aussi pour alléger la tâche aux fonctionnaires. Quelqu'un qui a besoin d'un service d'un ministère, qui vient à la cité ministérielle, n'aura plus à se déplacer à plusieurs endroits avant d'avoir gain de cause. S'il finit avec tel ministère, s'il a besoin d'un autre ministère, il va dans ce ministère-là. Quand il a besoin des services des directions techniques, il ira à la cité administrative d'Arosso-Beta. Toutes les directions techniques de tous les ministères sont là-bas. Donc, vous voyez que ça facilite la tâche aux usagers. Maintenant, vous allez me demander comment les directions techniques seront à Abomey-Calavi et les cabinets ministériels à Cotonou, comment va se faire la liaison, les différentes réunions et consorts. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons œuvré beaucoup plus pour la dématérialisation. Donc les communications, les réunions en ligne vont
davantage se démultiplier. Et au cas où il y aura, dans l'extrême besoin à se déplacer, il y aura un bus qui va servir de liaison entre la cité administrative et la cité ministérielle. Parlons médias dans cette édition grâce à une collaboration avec France Média Monde et Canal France International. De nouveaux projets structurants seront bientôt mis en place. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC, Edouard Kokouloko, lors d'une visite en France, a obtenu dans ce cadre un financement de l'Agence française de développement pour la période 2024-2029. D'un montant de 500 000 €, il permettra de renforcer les capacités des médias béninois, de promouvoir la production de contenu de qualité et de soutenir la formation des journalistes. À terme, le projet prévoit l'amélioration de la qualité de l'information, la diversification de l'offre médiatique et le renforcement de l'indépendance des médias. La nutrition au cœur du développement au Bénin, c'est ce que vise le Forum national sur la nutrition prévu pour ce mardi 12 novembre 2024 à Cotonou. Cet événement est organisé par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition sous la coordination du ministre d'État Abdoulaye Biotchani. Au cours de ce forum sera lancé le projet de supplémentation nutritionnelle pour les 1000 premiers jours et la vulgarisation de la politique nationale d'alimentation et de nutrition. Ce forum symbolise l'engagement ferme du chef de l'État béninois Patrice Talon à garantir une alimentation saine et accessible avec un accent particulier sur les enfants béninois. Le PSN, qui va s'étendre de 2024 à 2028, a pour objectif de renforcer les interventions nutritionnelles destinées aux jeunes enfants tout en améliorant l'efficacité et la coordination des actions existantes. À l'approche des élections générales de 2026, les partis politiques au Bénin se réunissent pour affronter les prochains défis. C'est le cas pour le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, qui a tenu ce dimanche son 6e Conseil national ordinaire et congrès extraordinaire à son siège. Le compte rendu avec Quentin Amoussou. Face aux défis électoraux de 2026, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, a tenu son 6e Conseil national ordinaire et congrès extraordinaire ce dimanche 10 novembre 2024. La tenue effective de notre Conseil national et de notre congrès extraordinaire ce jour est un événement politique important en cette période. Cette session conjointe sera l'occasion pour le parti de prendre des décisions importantes afin de s'imposer en 2026. Il s'agit essentiellement des amendements à apporter au statut au règlement intérieur du parti. Il vise, entre autres, et pour l'essentiel, à préciser les critères liés au genre et à l'équilibre régional dans l'établissement des listes de candidature aux différentes élections constitutionnelle. Ce congrès extraordinaire sera aussi l'occasion pour nous de commencer dès à présent à arrêter le chronogramme de participation de notre parti aux élections générales de 2026. Ce sera aussi l'occasion pour moi, en ma qualité de président du parti, de demander l'habilitation du congrès à entrer en négociation avec les 3 autres partis de la mouvance présidentielle en vue d'explorer les possibilités de collaboration qu'offre désormais le code électoral dans le cadre des élections de 2026. En effet, le Conseil national est l'organe supérieur de prise de décision du parti entre 2 congrès. Il est hiérarchiquement inférieur au congrès et supérieur au bureau politique national. Ce double rendez-vous statutaire vient de marquer un tournant décisif dans la participation du parti aux élections générales de 2026. À la sortie de ces assises, le président du parti Moël Bénin, Jacques Ayadi, nous fait le point des grandes décisions prises, des propos recueillis par notre reporter Quentin Amoussou. Premièrement, il faut retenir que face aux défis des élections générales de 2026,
le congrès extraordinaire a pris des résolutions. La première consiste à la modification des statuts et règlements intérieurs pour rendre statutaires les critères de constitution des listes de candidature aux différentes élections constitutionnelles. S'agissant des élections législatives et communales, nous avons unanimement retenu que dans la mesure du possible, les listes de candidature au niveau du parti Moël Bénin aura une parité parfaite, hommes et femmes, avec une parité horizontale et une parité verticale. Ce qui veut dire que sur les 24 circonscriptions électorales que nous avons, il n'y aura pas 2 circonscriptions consécutives dont la tête de liste sera du même genre. Si un homme est tête de liste dans une circonscription N, c'est forcément une femme qui sera tête de liste dans la circonscription N+1. Et si un homme est premier sur la liste dans une circonscription, le deuxième candidat sur la liste doit être une femme et vice-versa. Voilà la décision forte que nous avons prise au niveau du Congrès, et cette décision sera actée par une modification des statuts et règlements intérieurs du parti. Deuxième chose, dans le même ordre d'idée, c'est par rapport au duo de candidats à l'élection présidentielle. S'il est vrai que Moël Bénin, dans la perspective des élections de 2026, n'ambitionne pas de positionner par lui-même un duo de candidats et va s'aligner dans la stratégie que le président Patrice Talon, leader de la mouvance présidentielle, va nous définir, il n'en demeure pas moins que dans nos statuts, nous avons prévu que le duo de candidats, s'il doit être désigné à notre sein à une élection présidentielle en 2031, en 2036 ou à une année plus tard, que ce duo va respecter une parité parfaite, hommes et femmes, avec un équilibre régional. Ça veut dire qu'à l'instar de ce que le président Patrice Talon a présenté au peuple béninois en 2021, Moël Bénin va prévoir dans ses statuts qu'un jour, s'il ambitionne de positionner un duo de candidats, ce duo sera un homme et une femme dont l'un provient de la partie méridionale et l'autre de la partie septentrionale. Ça, c'est le premier groupe de décisions que nous avons eu à prendre. Le deuxième groupe, c'est que dans la perspective des élections législatives de 2026, et tenant compte de nouveaux codes électoraux, Moël Bénin a décidé d'entrer en négociation, et le président du parti en a reçu l'habilitation pour entrer en négociation avec les autres formations politiques de la mouvance pour la conclusion d'un accord de gouvernance en ce qui concerne les élections présidentielles de 2026 et d'un accord de coalition parlementaire ou d'accord de législative en ce qui concerne les élections législatives. Ensuite, il y a les différentes motions de soutien
au président de la République et à son gouvernement pour l'effort de transformation positive qui s'opère à la tête de notre pays depuis avril 2016. Et enfin, le Congrès a décidé de suspendre ou de lever les sanctions contre nos camarades Philippe Adagbe et Gérard Ressou, qui avaient été suspendus de leurs fonctions pour différentes raisons. Le porte-parole du gouvernement béninois Wilfrid Léon Ngbedi s'est exprimé sur la demande d'une nouvelle relecture du code électoral faite par l'opposition et une partie de la société civile. C'est à l'occasion d'une rencontre avec la presse à Cotonou fin octobre 2024. L'opposition, le parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yaye en tête, a demandé à maintes reprises une nouvelle retouche de la loi électorale adoptée par le Parlement le 5 mars 2024 et promulguée par le président de la République Patrice Talon 10 jours plus tard. Interrogé le jeudi 31 octobre 2024 lors d'une rencontre avec la presse à Cotonou sur cette demande d'une nouvelle relecture du code électoral faite par l'opposition et la société civile, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon Ngbedi a donné une réponse laconique. Je cite: nous avons entendu, s'est contenté de répondre le secrétaire adjoint du gouvernement à la question de savoir si l'exécutif béninois entendait accéder à cette requête d'une nouvelle relecture du code électoral. Il est à noter que les récriminations reposent sur les dispositions de l'article 132 du Code électoral. Cet article fait obligation aux candidats à la présidentielle d'être parrainés par au moins un nombre de députés et ou de maires correspondant à 15% de l'ensemble des députés et maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales. Parlons coopération à présent en marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a rencontré le samedi 9 novembre 2024 Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin. Au cours des entretiens, les deux personnalités ont discuté des tâches visant à renforcer davantage la coopération russo-béninoise dans les domaines politiques, commerciaux, économiques, humanitaires et autres, ainsi que de l'amélioration du cadre juridique des relations bilatérales. Un échange de vues franc a également eu lieu sur des questions internationales et africaines d'intérêt mutuel, notamment dans le contexte de la coordination des positions au sein des Nations Unies. Parlons société à présent. En Afrique, certains parents estiment que leurs enfants, pour avoir rempli leurs devoirs envers eux, leur sont redevables. Néanmoins, d'autres pensent que ce n'est pas une question d'obligation puisque devenir parent est un choix, mais il faut être reconnaissant envers les parents. Interrogés à ce sujet, Quentin Amoussou et Francis Farami ont tendu leur micro à quelques citoyens qui ont donné leur point de vue. Suivons ensemble. Ce n'est pas forcé qu'un enfant doit faire ci parce que son papa l'a aidé, il est devenu ci et ça. Moi, mes progénitures me doivent quelque chose. Je les ai mis au monde. Je suis leur géniteur. À travers Dieu, Dieu a pris par moi pour les faire venir. Et je les ai gardés depuis le bas âge, depuis le bébé, jusqu'à grandir. Vous voyez, non? Je ne les ai pas tués. Je ne les ai jamais fait de mal. Comment faire pour qu'ils réussissent leur vie? C'est ça. Mes pensées. Jusqu'à ma vieillesse, au retour maintenant, Genbe Wodeduna. Wodeduna. Si tu as travaillé là, tu dois manger. C'est la mentalité africaine. L'homme noir, quand il donne les enfants, il se bat pour dire mes enfants seront demain, seront demain. Demain, quand il ne veut rien faire, il vient s'asseoir, il va dire les enfants vont l'aider. C'est la mentalité africaine. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est, mais l'enfant aussi n'a pas le droit d'oublier ses parents. Si l'enfant même conscient, qui sait qu'il y a les parents vivants qui l'ont aidé à devenir ce que lui est aujourd'hui, c'est à lui. Parce que moi qui suis ici déjà, c'est ma maman qui me dit, tel que tu me l'as fait, toi aussi les enfants vont te faire. Et ici présent, je rends grâce à Dieu. Les enfants ont commencé par aussi me donner un peu. Je dis alhamdoulilah. Donc sur ce point, on ne va pas forcer un enfant pour dire, forcer, j'ai dépensé sur toi, tu dois faire. Non.
Parce que c'est ses parents. Une fois que ses parents sont vivants et qu'ils n'ont plus la force d'être ce qu'ils doivent être, il doit avoir un œil sur ses parents. Mais chez nous en Afrique, c'est une obligation. On dit, vitewe, nyaweji, mbondiade ou tout on. Spiritualité dans cette édition, la mort dans la tradition africaine n'existe pas selon Sylvain Kouassi, thérapeute de l'âme. C'est juste la séparation du corps et de l'âme pour lui. C'est après la mort que les humains prennent conscience de leurs âmes. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida pour plus d'explications. Okay, dans la tradition africaine, on n'est pas mort. Et la mort n'existe pas. C'est la séparation de l'âme et du corps, et du Saint-Dessein. C'est vrai que la plupart, 90% des humains ne connaissent pas Dieu. Mais à la mort, ils prennent conscience de leur âme. Et dans la tradition africaine, on l'appelle le ridon. Ridon. Donc, quand le ridon sort, l'âme garde ta mémoire de ta vie dans ce monde. Tu vois ce que je dis? L'âme vit pendant encore longtemps. C'est parce que les Tibétains parlent de 49 jours de Bardo. Dans la tradition musulmane, on prie 41 jours. Il faut que l'âme quitte la terre, le monde terrestre. Mais beaucoup d'âmes, quand ils vont quitter ce monde terrestre, ils vont aller où? Ils vont retrouver dans le monde de béatitude. Le monde céleste, ils ne connaissent pas. Dans ce monde, on ne les a pas appris à trouver Dieu. Okay, Dieu se trouve dans la bestialité de l'âme. Il faut d'abord que tu connais ton âme. D'abord, par l'initiation du phare destin qui trouvait ton étoile. À partir de ton étoile, à ta mort, ton âme est connectée sur ton étoile et tu remontes au pays solaire. Beaucoup ne le savent pas. Et c'est pour ça que l'Église catholique déclare, c'est mon père CC qui l'a colonisé, il parle de félicité. Donc, félicité, c'est le signe de phare qui permet à l'homme de rentrer dans le monde de la félicité. Après, j'ai écrit un bouquin sur ça, la science de la félicité. C'est le génie qui féconde. L'âme est fécondée par l'étoile, il peut remonter dans le monde de la félicité. Donc, ils ne savent pas. Donc, eux, ils gardent tous ces âmes-là, avec les cadavres, au cimetière. Donc, il y a un culte aux cadavres. C'est le culte des morts. Donc, tout l'enseignement de l'Occident revient au culte des morts. Donc, l'enfer existe pour eux. Et voilà, le purgatoire existe pour eux. Mais pour le bon Africain, il n'a pas d'enfer, n'a pas de purgatoire. On retourne sur les ancêtres. À de nos frontières au Burkina Faso, le régime militaire envisage de réintégrer la peine de mort dans le code pénal après son abolition en 2018. Cette possible réintroduction a été confirmée par le ministre de la Justice, Rodrigue Bayala, qui a précisé que la proposition serait soumise à l'Assemblée législative de transition, un organe désigné par la junte au pouvoir selon le ministre de la Justice. Cette décision reflète de la vision du gouvernement dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Depuis 2022, il a indiqué que les modifications du code pénal s'inscriraient dans les instructions données par le chef de l'État en lien avec les réformes globales en matière de sécurité et de gouvernance. En effet, Amnesty International note une augmentation des condamnations à mort en Afrique subsaharienne où les exécutions ont triplé en 2023. Depuis la dernière exécution au Burkina Faso en 1988, la région a tendance à abandonner progressivement la peine capitale. Les représentants de 198 pays, dont une centaine de chefs de l'État, se réunissent à partir de ce lundi 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la 29e conférence de l'ONU sur le changement climatique. Se mettre d'accord sur un nouveau montant d'aide aux pays en développement pour financer à la fois leur transition énergétique et éviter au maximum les émissions à effet de gaz à effet de serre, les adaptations face au changement climatique et enfin financer les réparations après des catastrophes qui n'ont pu être évitées. C'est le principal objectif de cette COP29. Jusqu'à présent, les pays riches avaient promis une aide de 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025, une promesse qui n'a pas été tenue dans les temps, ce qui a beaucoup crispé les relations nord-sud et qui laisse encore aux pays vulnérables un goût amer. Un autre enjeu de cette COP29, ce sont les nouveaux plans climat des pays qui doivent être publiés d'ici février 2025. Sport à présent dans cette édition, 7e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Toutes les équipes engagées ont défendu leurs couleurs dans le week-end écoulé dans la zone sud comme dans la zone nord. Voici à présent le récapitulatif des rencontres et des précisions sur la suite. Un élément signé Djessougo Gbenou.
Ce week-end, la 7e journée de la Ligue professionnelle au Bénin a tenu toutes ses promesses avec le réveil de certains clubs, surtout dans la zone A. En difficulté depuis le début de la saison, Damissa FC a brillé en s'imposant largement face à Bani Gansé 4-1. Les félins de Ndali respirent après 4 défaites et 1 nul. Le premier Boar de Sinandé a enregistré sa première victoire dans l'élite après 4 nuls et 2 défaites. Les champions de la Ligue amateur 2023-2024 ont étrié Real Sport 4-1 grâce à un doublé de Lawani Boni et des réalisations de Amisou Bara Sounan et Emel. Abeille FC, emmené par son incontournable attaquant Abem, a créé la surprise en dominant Panthère FC, score 1-0 sur ses installations à Djougou et s'offre sa première victoire de la saison. Dans ce match déséquilibré, les deux équipes vont à la pause sur le score de 0 but partout. Au retour, Abem donne l'avantage aux siens en reprenant de la tête un coup franc de Afissou à la 79e minute. Buffle enchaîne une 3e victoire consécutive. Saliou Babao a permis au club phare de Parakou de décrocher une précieuse victoire contre Beke FC 1-0. Nabil Yarou et ses coéquipiers restent sur une série de 4 matchs sans défaite. AS Takoune de son côté a pris le dessus sur Dynamo de Parakou 2-0. Les buts sont inscrits dans le dernier quart d'heure en première mi-temps. De l'autre côté, Lotto Popo a été contraint au partage des points à domicile par Espoir FC de Savalo. Les Lotto Boys sont d'abord cueillis à froid par l'ouverture matinale du score des Soha Boys à la première minute avant de rétablir la parité à la 13e minute. Dadje maintient sa bonne dynamique. Les vice-champions 2023-2024 obtiennent une 5e victoire d'affilée en 7 journées face à Audio. 2-0, 10e minute. Ils ouvrent le score par l'intermédiaire de Blesse avant de faire le break sur penalty à 9 minutes de la pause. Dynamo d'Abomey et Cavalier se sont neutralisés sur le score d'un but partout. À l'ouverture du score de Gabriel Moulero à la 21e minute, Noah Ogidi a répondu à la 52e. Dans le dernier match pour finir dans ce groupe, Tonnerre a battu Dynamique de Diougou 3-1. Dans la zone B à présent, le champion en titre, Coton FC chute pour la 2e fois à domicile. Bachirou Suleiman et ses partenaires se sont inclinés face à Asvo 0-1. Dans le duel, ils ont payé en fin de match leur manque de réalisme et de détermination face au Bouémenou, réduit à 10 à l'heure de jeu. AS Cotonou reprend le sens de la marche après 2 défaites de suite. Les Cotonois ont pris le meilleur sur USS, craqué 2-0. Dona Osiak Bessé montre la voie du succès au sien à la 56e minute. À 2 minutes du thème du match, Lot Wanvu, sorti du banc, porte l'estocade au 3e de la Ligue Pro avant cette journée. JSO domine AS Police grâce à son capitaine Jean Oguchi. L'ancien sociétaire de Coton FC permet au second club de Ouida d'enchaîner une 2e victoire de rang. Pas de vainqueur ni de but dans le duel entre Requin et Aspac. Les deux équipes se sont quittées dos à dos. Dragon de son côté ramène un point du terrain de Sitatunga. Les locaux ouvrent le score juste avant la pause grâce à Dosso Rentor. Mais au retour des vestiaires, Malik Akintola remet les pendules à l'heure très rapidement sur un coup franc direct. Score final 1-2 partout. Dans les autres matchs, Adidja renoue avec la victoire sur le terrain de Étoile Filante 1-0. Sur ce même score, JSP inflige à Sobemap
une deuxième défaite consécutive. Avranco Omnisport a battu Aziza 2-1. Enfin, Ayema a étrié Jacques 3-0. Au classement, Dadje reste aux commandes du groupe A avec 16 points. Le classement se présente comme suit. Zone A, Dadje revient en tête avec 16 points plus 7. Dynamo, deuxième position, 13 points plus 4. Espoir FC, 13 points plus 3. Buffle FC, 12 points plus 2. Quatrième position, bien sûr. US Cavalier, cinquième position, 12 points plus 2. AS Takoune, sixième position, 11 points plus 1. Septième position, Panthère FC, 10 points plus 1. Banning Gansé vient en huitième position avec 10 points moins 1. AS Tonnerre, 9e position avec 9 points plus 1. Hodio FC, 8 points moins 1. Damissa FC, 7 points plus 1. Boa, 12e position avec 7 points plus 1. BKFC, 13e position avec 7 points moins 2. Loto Popo, 6 points plus 1. Puis Abeille qui est en 15e position avec 6 points moins 1. Nous avons Dynamique qui est à la 16e position avec 6 points moins 4. Dynamo de Parakou, 5 points moins 5. Real Sport pour finir dans la zone A, 2 points moins 10. On entame avec la zone B à présent. Première position, c'est Ayema qui vient en tête avec 13 points plus 5. AS Sobemap, deuxième avec 13 points plus 4. GSP, 13 points plus 4. Dragon FC qui est en quatrième position avec 13 points plus 3. JS de Ouida, GSO donc qui est à 13 points plus 1 égale donc la cinquième position. USS Craqué, 11 points plus 3. AS Police, 11 points plus 1. AS Cotonou, 10 points plus 3, la huitième position. Avranco Omnisport, 10 points moins 1. Asvo FC, 9 points plus 1, garde la 10e position. Aziza FC, 7 points plus 0. Adidja FC, 7 points moins 3. Sita Tunga, 7 points moins 4, garde la 13e position. Pendant ce temps, la jeunesse athlétique de Keto, 7 points moins 7 à son compteur. Coton FC, 15e de la liste avec 6 points plus 1. Quant à Requin FC, qui a 6 points moins 4. Étoile filante, 17e position avant-dernière donc de cette liste, 5 points moins 5. Aspac pour finir. Aspac qui garde donc la dernière position avec 4 points moins 2. Amoureux du courant, compte tenu de la trêve internationale, il faut retenir que la Ligue professionnelle connaîtra une pause. Mais le calendrier sera mis à jour avec les matchs de la 5e journée. Il s'agit des matchs qui se joueront entre Coton et USS Craqué et Loto et Abeille. Sportivement, votre. Restons toujours dans le même sillage. Quelques réactions des entraîneurs à l'issue de cette 7e journée à Grand Popo. Chez Gay, entraîneur de l'Auto Popo, et Hakim Boussari d'Espoir de Savalou ont livré leurs analyses sur la prestation de leurs équipes. Un but qui arrive comme ça arrive dans le football. Après, ils ont eu une excellente réaction. Ils ont dominé l'adversaire. En deuxième période, ils ont dominé l'adversaire, même s'il faut reconnaître que l'adversaire a joué avec la montre aussi. C'est normal. Quand on vient aussi chercher un point à 1, c'est normal qu'ils essayent de tuer le temps. Et nous, à ce moment, on a mis l'intensité qu'il fallait. On a eu des occasions. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce qui n'a pas marché aujourd'hui, c'était l'individualisme sur le plan offensif. Vous savez, en matière de football, celui qui a le ballon ne doit pas être beaucoup plus rapide que ceux qui demandent le ballon. Et ce qu'on a constaté sur les centres dont vous parlez, dont vous faisiez allusion tout de suite, il y avait toujours notre latéral qui débordait, mais il n'y avait pas de la présence dans la surface de réparation pour remettre le ballon au fond des filets. Une fois qu'on l'a fait, on a marqué, c'était le but égalisateur, que le latéral déborde et les autres étaient en présence dans la surface de réparation. On est arrivé à égaliser. Après, en deuxième période, en première période, à un certain moment, il ne le faisait pas. En deuxième période, l'équipe adverse était en bloc bas, bloc médian, ce qu'on avait travaillé. On a eu des opportunités dans la surface, mais comme je l'ai dit tantôt, l'individualisme des joueurs, et je pense que c'est un discours qu'il faut tenir avec eux dans la semaine, pas dans la semaine, dès demain et après-demain, pour essayer de gagner le prochain match. Voilà, un message de fin. Le message de fin, c'est de demander aux supporters de revenir supporter l'équipe contre Odio, demander aussi aux gens d'Odio de venir avec beaucoup de fair play, sachant que c'est un match de football, c'est 90 minutes et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Really, it's not a very big secret. It's just about hard work, le championnat, dedication and et que nous avons véritablement travaillé pour arriver à ce niveau, que ce n'est pas un secret, c'est juste le travailler dur. Et nous avons commencé le championnat, on a gagné 2 premiers matchs, après on a perdu donc, à Banigansé, donc il fallait encore se reprendre au sérieux, travailler dur et savoir qu'on ne doit pas quitter ici
mais vite partir au moins avec quelque chose. Et Espoir de Saint-Valo aujourd'hui n'est plus une petite équipe et qu'on se doit de rehausser l'image de cette équipe et d'amener très haut le nom de cette équipe. Et que ce n'est pas que ça le secret, qu'aujourd'hui, quand vous jouez à l'extérieur comme à domicile, vous avez de très bons stades. Et quand il y a de très bons stades, ça permet de développer un beau jeu. Et développer un beau jeu qui félicite le gouvernement du Bénin qui s'est battu pour construire beaucoup de stades. Et partout où vous allez dans le championnat, vous trouvez de bons stades et ça vous permet de produire de très bons jeux, de très bons football. Coton FC connaît son pire début de saison depuis son apparition dans l'élite béninoise en 2021. Victor Zonka et ses poulains ont déjà essuyé 3 défaites en 5 matchs. Suivez à présent le débriefing de coach Zonka à la fin du match contre Asvo. Vous savez, dans le football, quand tu marques pas de but et que tu te procures des occasions, très souvent tu es puni. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous est arrivé. En plus, ils étaient à 10. C'est une question de concentration, une question aussi d'envie. Je pense que quand tu tombes contre une équipe comme ça, comme l'Asvo qui jouait à 10, ben, ils avaient, je pense, plus faim que nous sur cette fin de match. Bon, maintenant, vous savez, il y a eu des occasions. On doit sûrement faire la différence avant, et notamment en première mi-temps. Tout de suite se reconcentrer pour le match qui va avoir lieu mercredi, match en retard. Je pense qu'on a besoin de confiance et tout. Mais vous savez, moi je suis qu'à moitié surpris. Faut pas oublier que ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on n'a pas joué. Grâce à nos résultats, il y a beaucoup de joueurs qui ont été pris dans l'équipe nationale. Ils sont revenus en début de semaine avec 15 jours d'absence. Vous savez, on ne revient pas comme ça, on ne retrouve pas une équipe d'un seul coup du jour au lendemain. Donc en plus, on en avait 5. Donc 5 joueurs qui, pour certains, ont joué et d'autres qui étaient dans les tribunes pendant 15 jours. Donc pas de compétition, pas d'entraînement comme on doit faire. Vous savez, c'est un peu logique que mes joueurs, pour certains, ne soient pas à leur meilleur niveau. Mais bon, ça c'est les aléas du football. C'est la récompense de notre très bonne saison de dernière. Et je pense que il faut se remettre vite au boulot, se reconcentrer et puis gagner le match de mercredi. Sauvons des vies à travers le sport, c'est autour de ce thème que va se dérouler Calavi à la marche 2024. Eben Sport organise dans ce cadre une campagne de collecte de poches de sang à la clinique Divine Miséricorde à Bomé-Calavi le samedi 16 novembre prochain. Pédétin Vianney-Zanou, médecin généraliste, révèle l'importance de cette activité. Laissez-moi vous préciser que le sang, histologiquement, est un tissu. Et dans le corps humain, nous avons environ 5 litres de sang. Et le sang en lui-même ne peut être remplacé par aucun autre médicament. Pour vous dire que le sang n'a pas de prix, comme on le dit chez nous. Toute personne ne présentant pas de contre-indication peut donner de son sang. C'est-à-dire avoir 18 ans au moins, avoir plus de 50 kilos, d'accord, et ne pas présenter une maladie qui fait qu'on peut avoir des problèmes. Un drépanocytaire ne peut pas donner son sang, par exemple. Quelqu'un qui a des problèmes de reins, une insuffisance rénale ne peut pas donner son sang. Toute personne bien portante, connue, peut donner son sang s'il respecte certains critères. On arrive à trouver difficilement certains groupes de sang, par exemple. Et des fois, quand la communication entre différentes banques de sang, vous entendez que on a, mais c'est jusqu'à Goro, à Bomé, que c'est disponible, alors qu'on a besoin de cela en urgence. Déjà, c'est le déficit entre la demande et la disponibilité. Donc, on est obligé de mobiliser tout le monde pour que la disponibilité soit un peu plus accessible. Donc, déjà, il me semble que c'est dans un cadre bénévolat, ce qu'on loue déjà, et on les sensibilise à amener beaucoup plus d'autres personnes pour la séance qui va se dérouler le 16 prochain. Des conséquences directes pour le donneur, s'il ne présente pas des pathologies qui n'étaient pas connues, non. Il n'y a pas de conséquences pour le donneur, pour le sang qu'il va donner. Certains, s'ils ne sont pas habitués et leur métabolisme, s'ils n'ont pas des activités physiques qui leur permettaient de supporter déjà, ils peuvent ressentir quelques fatigues passagères, quelques petits vertiges, mais il y a déjà une équipe qui est aguerrie pour gérer cela sur place. Je félicite tout le monde à sortir massivement le plus possible pour nous aider
à cette sensibilisation. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, le sang n'a pas de prix. On ne sait pas à quel moment nous-mêmes on peut être dans le besoin. Et ce serait malheureux de voir que ce sera difficile de l'avoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.